Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre Impro, la chaîne YouTube qui vous parle de l'impro et notamment de l'improvisation appliquée. Aujourd'hui, on accueille une personne, Cindy Richard. Hello Cindy. Bonjour à tous. Et on accueille quelqu'un d'autre aussi puisque nous allons faire cet entretien à deux. Nous avons avec nous aussi Mathieu Incelin. Bonjour. Coucou Mathieu. Mathieu qui a également un podcast qui s'appelle Un prof psy. Je l'ai bien dit Mathieu, hein, Un prof psy. Sur lequel vous pourrez réécouter ou écouter cet entretien. Cool. Mais notre invitée, celle qu'on va mettre en lumière là, c'est Cindy. Cindy, donc du coup, je vais orienter mes questions sur l'improvisation appliquée, mais avant ça, la même question que pour tous les autres invités, j'aimerais que tu te présentes artistiquement, c'est-à-dire comment tu es arrivé dans l'impro. Eh bien, comment je suis arrivée dans l'impro? Je suis arrivée sur le tard, moi, un petit peu sur l'impro, parce que j'y suis arrivée lors de mes études secondaires, lorsque j'étais à la faculté. Et bon, j'ai toujours été très attirée par le théâtre, mais je suis issue d'une famille sportive. Donc, l'art, c'est plutôt secondaire. Donc, je n'ai pas eu des parents qui étaient particulièrement sensibles à cet aspect artistique qui bouillonnait en moi. Et donc, j'allais voir des spectacles. Et puis, lorsque je suis allée à la faculté, il y avait la troupe amateur de théâtre d'improvisation. Et donc, tout de suite, je me suis lancée. Et très rapidement, j'avais chopé le virus. Donc je suis arrivée par le théâtre amateur dans le théâtre d'improvisation. C'était donc la troupe des Zygomatiques à Angers, qui est toujours très fonctionnelle, hein, qui tourne toujours, puisqu'on était à un spectacle par mois. On était après très sollicités pour des festivals. Enfin, voilà, on faisait énormément de spectacles. Et donc, ensuite, le cheminement s'est poursuivi. Là, j'ai voulu vraiment on pourrait dire un peu me professionnaliser dans le théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est vraiment quelque chose, quand on est un peu à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ce que l'on ressent, eh ben, on sent que c'est là, c'est en nous et c'est ce que l'on veut faire. Pour plein de raisons. En l'occurrence, c'était pour le partage, pour l'épanouissement, pour certainement un certain besoin de reconnaissance aussi, hein, peut-être narcissique. Je pense qu'on n'est pas comédien en ça, un petit peu, mais voilà, en tout cas, pour plein de raisons, je sentais que c'était vraiment vers ça que je voulais aller, vers le théâtre, vers la transmission du théâtre et le jeu de plateau, l'exploration de plateau. Et donc, je me suis un peu plus spécialisée. Je ne me suis pas enfermée, en tout cas, dans le théâtre d'improvisation. Je me suis ouverte à plein de choses. Le théâtre, entre guillemets, classique à texte, mais aussi, là, on en parlera certainement un peu plus tard, mais le théâtre forum, enfin, plein d'autres outils aussi autour du théâtre et pas uniquement la transmission du théâtre d'improvisation et moi, dans mon jeu de comédienne d'improvisation. D'accord. Et dans cette activité comédienne professionnelle, tu faisais partie d'une compagnie, de plusieurs compagnies? Comment… C'est très récent. Oui, j'ai intégré plusieurs compagnies ici en Guadeloupe. Oui, parce que c'est peut-être important de le préciser, je suis en Guadeloupe. Et depuis peu. Et donc, je me suis professionnalisée ici, finalement, en arrivant en Guadeloupe. Et donc, aujourd'hui, j'interviens avec plusieurs compagnies pour différents formats, différentes choses. Le théâtre forum, c'est avec une compagnie. Le théâtre à texte, représentation, c'est avec d'autres compagnies. Et le théâtre d'impro, c'est plus avec ma compagnie. Voilà. Comment t'en es venu à l'improvisation appliquée? Je pense que ça a toujours été un petit peu là, puisque je suis psychologue clinicienne aussi, ce qui me prend une majeure partie de mon temps de professionnel. Et depuis le début de mes études, je me suis énormément intéressée justement au théâtre. J'étais beaucoup dans la clinique du corps, de ce que venait dire le corps au-delà de ce que disaient nos mots. Et donc, rapidement, je me suis orientée vers le psychodrame, qui est un outil qui consiste, je le fais rapidement, mais qui consiste à rejouer des scènes éventuellement traumatiques ou même des scènes un peu où on se dit « Ah, mais si j'avais eu de la répartie, je lui aurais dit ça. Et puis, là, j'aurais fermé sa tronche. Moi, elle n'aurait pas su quoi me dire, etc. » Enfin, voilà, il y a toujours des scènes comme ça dans la vie. On se dit « Mais si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais pas réagi comme ça. » Et donc, le psychodrame, c'est un outil qui consiste à rejouer ces scènes
Et avec d'autres personnes, bah, moi j'ai une suggestion, peut-être que tu peux faire ci, moi j'aurais peut-être réagi comme ça. Et donc chacun rejoue les places de chacun, ce qui permet de travailler aussi sur l'empathie, qui permet de dire, bah voilà, on sort de son propre point de vue. Enfin voilà, donc c'est de la mise en corps en fait de scènes qui nous restent en mémoire comme ça, qui tournent en rond, ce sont des ruminations un peu négatives comme ça pour le sujet. Donc voilà, donc finalement, j'ai toujours été un petit peu à vouloir chercher des passerelles entre le théâtre, le corps, la psycho, la clinique, qu'est-ce que ça joue pour le sujet. Donc très rapidement, après, je me suis servi de cette double casquette pour faire des ponts et donc en venir à proposer à des institutions des interventions théâtralisées. Moi, j'ai tendance à dire un peu ça. Voilà. Ok. Alors, toute cette partie justement psychodrame et le lien avec l'impro, peut-être on va l'aborder dans un deuxième temps. J'ai une première question, enfin une question avant cela qui pourrait m'intéresser. C'est là, tu dis finalement comment tu utilises l'improvisation, l'impro appliquée, mais Ouais. comment ces choses-là se sont installées finalement? Je veux dire, est-ce que tu as pratiqué d'abord le psychodrame et tu t'es dit: «Ah, il y a une relation tellement évidente avec l'impro, c'est fou», Mhm. ou j'étais pas en train de te mimer, hein, Non, mais c'est pas, je le prends pas mal du tout. je ne te Non, connais mais je pas parle assez, beaucoup avec les mains, donc ça me ouais, surprendrait pas. C'est contagieux en même temps. je n'étais pas en train de t'imiter, voilà. Donc waouh! Est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens? Et puis quelque part aussi, est-ce que ça, c'est de ton propre chef? Tu as proposé ça à des unités, à des structures? On te l'a demandé? Enfin voilà, plus comme ça dans ce comment ça s'est installé comme Hein. ça? Puis après peut-être on pourra approfondir Ok. Alors, l'outil. si on repart, la petite Cindy a 8 ans. Non, je plaisante. Non, non, rapidement, j'ai voulu aussi, quand j'étais, je sais pas, j'avais 14, 15 ans, voilà, et on se dit que c'est bien de trouver un petit job d'été. En même temps, j'ai pas envie de faire un boulot dans lequel je m'épanouis pas. Voilà, ma quête du bonheur, c'est l'épanouissement. Je fais une différence entre le bonheur et l'épanouissement. Bon, bref, ça, voilà. Et donc, je voulais faire un métier, quitte à être un petit boulot étudiant l'été, qui me plaisait bien. Donc, allez, la formation BAFA pour être animatrice. Et à ce moment-là, je savais déjà que j'allais faire de la psycho. Et en fait, je ne sais pas, très naturellement, même quand j'étais en formation BAFA, quand j'étais animatrice, je n'ai jamais proposé un jeu pour faire un jeu. C'est-à-dire que oui, c'était très ludique, mais derrière, je savais toujours ce que ça pouvait apporter en termes de groupe, d'effet de groupe, d'empathie les uns envers les autres, d'écoute les uns envers les autres, de bienveillance les uns envers les autres. Donc voilà, en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Je sais pas, mon cerveau peut-être fonctionne comme ça, je sais pas, mais j'arrive pas je sais pas, même si tu me proposes peut-être un Tetris, je vais être capable de te dire, bah oui, il y a quand même, forcément, ça joue un petit peu sur la singularité de chacun. Voilà, les barres, il y en a qui vont les mettre plus verticales, d'autres plus horizontales. Enfin, bon, je sais pas, n'importe quel jeu, je vais être en mesure de faire des liens comme ça, que ce soit pour le sujet ou pour le groupe. Donc déjà, ce lien-là, j'avais déjà commencé à le faire lors de ma formation BAFA. Et très rapidement, j'ai voulu être moi-même formatrice BAFA pour transmettre un petit peu ça et montrer que pour moi, la colonie de vacances, c'est un espace de vie, c'est un espace d'apprendre à vivre ensemble. J'ai travaillé beaucoup avec la Fédération des œuvres laïques, où c'est des publics très diversifiés. Voilà, tu peux avoir des enfants issus de familles d'accueil, de foyers d'hébergement, avec des enfants issus de milieux plutôt favorables. Et donc ça te fait un melting pot dans tes colos qui sont mais génialissimes, quoi. Et donc là, tu as les cultures qui se rencontrent, etc. Et je pense que le jeu, la médiation ouais, du simple petit jeu de groupe, du loup, du tout ce que tu veux, peut être facteur de socialisation et du vivre ensemble. Donc ça m'est venu comme ça. Et donc, finalement, après, dans mes études de psycho, eh ben, j'ai continué à faire ces liens-là, etc. En plus, je me suis mise, donc rapidement, j'ai eu envie, moi aussi, de devenir praticienne du théâtre. Donc, j'avais comme ça ces liens-là qui se sont faits. Et lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai fait la rencontre, voilà, si on croit un peu à la Tao, au Tao, à la synchronicité, à toutes ces choses-là un peu plus spirituelles. Voilà, j'ai fait la rencontre qu'il fallait que je fasse qui est Laure Philippe. Laure, je t'embrasse très fort. Voilà, peut-être à l'occasion, vous pourrez l'interviewer. C'est une femme exceptionnelle avec une aura exceptionnelle.
et qui fait de l'impro dans le monde. Enfin bon, bref, voilà, elle saura mieux vous parler d'elle que moi. Et qui, elle, m'a dit, mais enfin, voilà, moi, de ce que je vois, tu as tout ce qu'il faut pour transmettre ça. Et c'était en moi, mais je me dis, voilà, le syndrome de l'imposteur, mais non, mais qui suis-je, pourquoi, comment, mais enfin, mais non, mais quoi, mais j'ai pas fait de grande école de théâtre, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Tout le monde connaît ce syndrome-là. Et finalement, je me suis lancée, j'ai créé mes cours, mes ateliers d'improvisation. Et ensuite, je travaille pour un cabinet en libéral qui propose des formations aux institutions. Et voilà, moi, ça me barbe toujours quand c'est 3 jours de formation très descendante, le formateur qui vient, qui dit ce qu'il a à dire, les autres, ils prennent leurs notes, etc. Et finalement, moi qui suis dans la clinique du corps, je me dis, mais on retient bien quand ça passe par le corps, parce que je l'ai vécu, parce que ça m'a traversé, parce que je me suis sentie bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est ce qui va me faire que je m'en souviens. Le corps a une mémoire que la mémoire n'a pas, voilà, j'aime à dire. Et donc, rapidement, j'ai proposé à mon patron de faire des interventions. C'est-à-dire, lui, il fait un jour de théorie. Moi, je fais un jour de pratico-pratique en passant par des petits exercices, etc. Et lui, ensuite, refait un jour de théorie. Et on se rend compte que cette formule-là, ça cartonne, quoi. Les gens apprécient beaucoup plus. Ça fait un entracte comme ça où on s'aère un petit peu l'esprit. Et puis ensuite, j'ai eu d'autres ramifications du coup, qui se sont développées par rapport à ça pour me permettre d'autres interventions ailleurs. Mais au début, j'ai commencé aussi en passant par ma casquette de psychologue. C'était un peu long, pardon. C'est bien. Et, par rapport à ce que tu dis là-dessus, sur les formations que tu animes, et puis sur la pédagogie que tu mets en place, tu parles de choses alors très descendantes ou on parle des fois de choses actives. Comment ça t'est venu ce choix-là? Parce que là, tu dis c'est un peu intuitif, etc., effectivement, sur ce corps, sur ce ressenti. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta formation justement de psychologue qui t'a aidé ou qui t'a amené à réfléchir là-dessus, ou plutôt ton parcours de comédienne que tu évoquais juste avant, ou les deux, ou enfin, d'où ça te vient si tu cherches un petit peu là-dessus? Moi, je pense que c'est vraiment l'articulation des deux, effectivement, qui font que déjà, comme je vous disais, quand j'étais animatrice, j'arrivais à voir que si un tel exercice, il permet de travailler sur la bienveillance, il permet de voir sur la cohésion de groupe, etc., ou d'identifier tout simplement les phénomènes de leadership ou de bouc émissaire. Je sais pas, ça arrive toujours en colonie de vacances, malheureusement. Les leaders, ceux qui sont un peu plus moqués, etc. Et puis ensuite, bien sûr, avec ma formation de psychologue, alors j'ai réussi à mettre des mots, des termes, de la théorie sur des choses que je percevais et que je ressentais. Donc, c'est une articulation qui s'est faite au fur et à mesure de mon parcours avec ma pratique de comédienne, qui fait que j'ai étalé aussi ma palette d'exercices à proposer. Et forcément, ma formation de clinicienne et de psychologue qui a fait que j'ai pu faire comme ça des ponts plus facilement entre les exercices et quels enjeux il y avait potentiellement derrière. Et est-ce que tu dirais que c'est complémentaire? Parce que si je pousse un peu le bouchon, que tous les psys devraient faire de l'impro? Mais complètement. Complètement. Pour moi, ça, c'est ce qui fait, selon moi, que pour ma personne, moi, Cindy Richard, qui fait que j'arrive à vivre en partie de l'improvisation appliquée, c'est justement parce que j'ai cette double casquette-là. Et que j'ai une certaine, alors ça, c'est pas le mot que j'aime, parce que moi-même, je parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, mais quelque part, c'est ce qui fait que j'ai peut-être plus de facilité à proposer cette intervention en centre éducatif, ces formes d'intervention en centre éducatif fermé, en centre médico-psychologique, en psychiatrie, voilà. Et je ne dis pas du tout qu'il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Voilà, qui se sent peut le faire, mais je veux dire, moi, en tout cas, c'est un facteur facilitant que d'avoir cette casquette de clinicienne pour intervenir auprès de ces publics-là. Je vais évidemment pas te contredire et je pense que l'autre psychologue de la discussion ne va pas aller à l'encontre de ça non plus. Parce que je sais pas si
si les auditeurs ou ceux qui regardent la vidéo le savent, mais en fait là, c'est 3 psychologues qui s'entretiennent. Voilà. Et 3 psychologues qui, déjà avec des spécialités différentes, mais 3 psychologues qui font de l'impro. Et je pense qu'il n'y en a pas 1000. Donc c'est drôle de se retrouver ici ensemble pour se questionner l'un l'autre. Là, surtout Cindy, mais évidemment, on se pose des questions en off et ça nous intéresse. Je ne sais pas si tu voulais encore poser une question sur… Peut-être une dernière question sur ce point-là, que l'impro, ça puisse aider pour être psy. Et en tant que, alors on va dire, formatrice, peut-être dans ton rôle de formatrice en impro appliqué, est-ce qu'il y a des choses de la psychologie que tu sors en particulier? Et est-ce que, je ne sais pas, par exemple, il y a un concept ou tu vois, quelque chose que tu mets dans tes formations, que tu transmets, c'est vraiment quelque chose qui viendrait de la psycho et que tu pourrais conseiller dans ce que tu fais toi, et puis dans l'audience, je ne sais pas combien de personnes vont écouter ça, mais peut-être des gens se diraient, tiens, effectivement, ça vaut le coup, je vais aller me plonger un petit peu dedans ou demander l'avis de psychologue pour qu'ils puissent m'aiguiller là-dessus. Moi, je dirais qu'il y en a 2. Il y a essentiellement tout ce qui est facteur de groupe. Donc, voilà, quand tu fais du team building, quand tu fais voilà, toutes ces choses-là, là, il faut vraiment être capable relativement rapidement d'identifier les différents personnages qui animent le groupe, le médiateur, le leader, comme je disais tout à l'heure, le bouc émissaire, enfin voilà. Sachant qu'il peut y avoir plusieurs de chaque, on est d'accord. Donc voilà, donc ça peut être intéressant d'aller lire tout ce qui est autour de la psychologie des groupes. Donc là, ce serait plus de la psychologie sociale, plus aller du côté de la psychologie sociale pour avoir ces réponses-là. Et ensuite, c'est tout ce qui est autour de la psycho, enfin, tout ce qui est psyché soma, entre guillemets. Donc, ce serait d'aller vers de la communication non verbale. Voilà. Tous ces petits gestes parasites, tout ce que notre corps dit. Voilà, si moi je vous dis, voilà, souvent j'illustre comme ça, mais si je vous dis, non, mais alors moi je suis la plus heureuse du monde. Vraiment, puis alors, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti et dans la joie de vivre. Enfin voilà, on se rend bien compte que mes mots disent quelque chose et que mon corps dit autre chose. Donc tout ce qui est autour de la communication non verbale, voilà, ça c'est moi j'axe à fond là-dessus souvent. Voilà. Parce que ça lève aussi souvent des barrières que de passer par le corps. Parce qu'on a comme ça une espèce de pression avec l'oralité. Il faut savoir bien parler, il faut utiliser les bons mots, le politiquement correct, etc., etc. Et donc, des fois, passer par le corps, d'un seul coup, il y a aussi quelque chose qui se libère aussi. Voilà, ce seraient les deux petits axes qui sont intéressants. Bon, du coup, ça me donne envie de poser aussi d'autres questions, mais c'est bien. C'est riche. Tu disais, par exemple, en team building, ça peut être intéressant d'identifier les statuts ou les postures de chacun, enfin, voilà, qui est leader, qui est bouc émissaire, tout ça. En quoi c'est intéressant d'identifier ça? Alors, en clinique, on parle du bon objet, du mauvais objet. Quand je suis formatrice, j'aime passer de l'un à l'autre. J'aime me positionner en bon objet, celle qui va être dans la bienveillance, la transmission, qui ne se met pas du tout au-dessus des autres et qui voilà. Mais j'aime aussi me mettre à la place du mauvais objet. Et donc, puisque je donne les consignes, s'il y a un exercice qui peut peut-être pas mettre à mal, parce que je ne cherche jamais à mettre à mal, mais qui peut en tout cas venir frotter quelque part là où ça frotte chez l'individu. Il va pas se sentir forcément à son aise, etc., etc. On va s'en prendre à moi parce qu'après tout, c'est moi qui ai donné la consigne. Et donc, lorsque rapidement, j'ai des petits exercices comme ça où ils sont seuls face au groupe, je donne une consigne au groupe et l'individu sort de la salle, rentre. Donc là, le groupe a une certaine consigne et je sais, en fonction de ce que j'ai identifié, quelle consigne je donne au groupe pour que tout de suite, la personne, ça vienne mettre des choses au travail chez elle. Donc, je sais pas, peut-être venir justement quelqu'un qui est extrêmement introverti, qui est dans une dévalorisation de lui-même, je sais pas, le faire sortir et lorsqu'il rentre, l'acclamer, par exemple. Voilà. Ça vient mettre des choses chez lui parce que ça va venir frotter des choses. Peut-être ça va le mettre mal à l'aise, mais ça, après, on pose des mots dessus. Il n'y a rien de traumatique. Mais en tout cas, ça va venir mettre des choses au travail, lui permettre d'identifier des choses chez lui. Et donc, voilà. Et si c'est le leader
que je fais acclamer, vous voyez bien que ça ne fait pas les mêmes choses au travail. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour ce genre d'exercice que d'identifier qui joue quel rôle. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Oui, bah, oui, c'est ta réponse, c'est tes éléments. Oui. Oui. J'ai une question qui est peut-être un peu pédagogique. Alors, je ne sais pas si tu avais toi-même une question, Mathieu. Vas-y, Julien, c'est toi le maître podcasteur, je te suis. Ça touche à la thématique de ton podcast. Donc. Vas-y. Là, on parlait donc du coup des différentes postures, statuts, tout ça. Et une fois, j'ai fait un atelier où quelqu'un me disait j'utilise tel exercice pour identifier un petit peu les personnes leaders du groupe qui apparaissaient comme ça pendant l'exercice. Et la personne disait que dans son exercice, elle allait tantôt changer un petit peu l'exercice pour que une autre personne essaye d'être leader. Ou elle disait, maintenant, c'est toi qui vas faire ci ou qui va faire ça. Et en fait, au moment où la personne abordait ça, je me suis dit, OK, mais dans quel intérêt, quoi? Est-ce qu'il y a une demande derrière? Je ne sais pas. Et toi, justement, j'allais te demander, quelles sont finalement les demandes qui sont derrière tes prestations, si je peux dire comme ça, ou tes interventions? Alors, lorsque je fais du team building, c'est surtout travailler sur la cohésion de groupe. Faut pas se leurrer aussi. Souvent, les patrons, c'est le sentiment d'appartenance groupale, corporate. Voilà, il y a un peu ça aussi. Donc ça peut être pour tout ce qui est team building. Ensuite, lorsque je fais des formations, par exemple en EHPAD, sur juste comportement perturbateur chez la personne âgée, voilà, ça va être une formation. Donc là, ça va être plus des mises en situation, etc. Comment chacun fait face à telle ou telle difficulté ou tel comportement perturbateur. Et puis, j'en avais un autre, mais j'ai oublié. J'avais 3 exemples comme ça. Mais donc, en tout cas, oui, ou ça peut être les risques psychosociaux aussi. Ça, c'est voilà, le grand truc à la mode, les risques psychosociaux en entreprise. Enfin, voilà. Donc, et une fois, je suis intervenue aussi auprès d'un grand groupe pharmaceutique. Où, alors ça, c'est toujours un peu délicat quand on est formateur, que clairement, les patrons nous font une demande et que les salariés, eux, n'en sont nullement informés. Mais l'idée, c'était que la politique institutionnelle changeait. C'était un groupe où ils faisaient un peu du porte-à-porte pour vendre un peu leurs produits. Enfin, voilà, ils allaient chez les médecins pour vendre leurs produits. Enfin, j'imagine que tous les groupes pharmaceutiques fonctionnent un petit peu comme ça avec leurs commerciaux. Et sauf que là, certainement, il y avait une politique de rentabilité qui devait changer, enfin des choses comme ça. Et là, on me demandait de travailler sur les résistances au changement. Voilà. Puisque l'équipe, forcément, qui dit nouvelle politique, dit nouvelle mise en pratique, nouvelle façon d'être au travail. Et donc, certainement, il ressentait que l'équipe, là, freinait. Et donc, au contraire, il fallait aller de l'avant. Et donc voilà, on m'a demandé de travailler sur les résistances au changement. Voilà, ça peut être des demandes comme ça. Oui, tu disais que les collaborateurs n'étaient pas au courant de l'intervention. Par exemple, sur la résistance au changement, non. Moi, c'était la demande qu'on m'avait dit, c'était pour travailler un peu sur les résistances au changement des uns et des autres, mais certainement qu'aux salariés, on leur avait dit, voilà, c'est une formation pour vous former à la nouvelle politique de l'entreprise et on va vous proposer du théâtre pour un peu, voilà, que ce soit un peu fun dans la formation, enfin, voilà, puis travailler en même temps sur la cohésion d'équipe, etc. Mais il n'y avait pas cette notion de… Eux, ils n'avaient pas vent de cette résistance au changement. Voilà. Et je pense que ça peut arriver à plein de personnes que l'on ait un peu ça doit avoir un nom, mais c'est pas double discours, mais une demande cachée. Une demande on va appeler cachée. ça comme ça. Ouais. Comment on réagit par rapport à une demande comme celle-ci? Ou comment on l'aborde? Après, là, par exemple, pour ça, moi, ça ne me pose pas de problème éthique ou déontologique. Enfin, c'est pas comme si on me demandait je sais pas, à la fin de la journée, on veut que tout le monde soit d'accord pour rétablir la peine de mort. Là, ça me poserait clairement… là, je dirais non. Mais là,
en gros, moi, ce que j'entendais derrière, c'est en gros, si les gens ils ne font pas à la nouvelle politique de l'entreprise, il y en a qui vont sauter. En gros, si je tire le fil de ce qu'on me disait, quoi, si je vais au-delà de ce qu'on me demande, je me dis, OK, donc soit ils se font à la nouvelle politique, soit ils sont mis dehors, entre guillemets. Donc là, j'ai tout intérêt à essayer de les sensibiliser à ça et à essayer de soulever comme ça des leviers personnels qu'ils ont les uns les autres pour dire pourquoi là ça frotte, pourquoi quand on vous demande, je ne sais plus exactement la demande, mais si on prend par exemple un vendeur de cravates, là où on te demandait d'en vendre 5 par jour, on te demande d'en vendre 10. Pourquoi ça te semble peut-être irréalisable ou pourquoi ça frotte, pourquoi c'est difficile. Voilà. Donc là, ça ne me paraissait pas être une demande où ça venait frotter quelque chose chez moi. Ça venait, moi, me mettre à mal. Donc, ce n'était pas forcément très difficile de faire des exercices qui travaillaient sur la résistance au changement, tout en travaillant. Après, c'était une journée où on s'est poilé, on s'est fendu la poire. Les salariés étaient ravis et ils n'ont pas forcément conscience que c'est venu quand même travailler des choses chez eux. Bon, je ne trouve pas que ce soit le secret le plus mauvais du monde, etc. Maintenant, ça dépend de quelle est cette demande cachée, entre guillemets, je pense. Voilà. Donc, personnellement, si un jour ça venait être quelque chose qui vraiment, je me dis, ah oui, non, là, vous me demandez de manipuler vos salariés pour nanana, là, je pense que je dirais, je vous invite à trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Et après, c'est personnel. Tu as parlé de certaines de tes interventions, tu as parlé de team building, tu as parlé d'interventions en EHPAD sur les comportements, j'imagine, des résidents. Perturbateurs voilà. Des résidents. Et tu as parlé d'interventions sur les risques psychosociaux. Est-ce que tu nous as parlé finalement de tous les sujets pour lesquels tu pouvais intervenir ou tu as encore d'autres sujets ? Après, je peux intervenir en centre éducatif fermé auprès des jeunes. Voilà, j'ai pu collaborer ici en Guadeloupe. Il y a l'association Guadimpro qui est gérée par Gustave Parking et qui a à cœur comme ça de fédérer autour de lui tous les formateurs en impro appliqués. Et donc, de temps en temps, il fait appel à nous, justement, pour des grosses interventions, par exemple avec le groupe de La Poste, où là, il va y avoir tous les agents de La Poste de Guadeloupe qui vont être là. Et donc, on est 6 intervenants, on prend chacun un groupe de 20 et on se fait comme ça une grosse journée d'impro appliqué. Voilà, donc il peut y avoir des demandes aussi un peu comme ça, de temps à autre. Et puis ensuite, moi, je dirais que c'est de l'impro appliqué lorsque je vais dans les collèges, avec des jeunes qui sont en décrochage scolaire, voilà, où je propose, j'estime que c'est de l'impro appliqué parce que ça n'a pas à but derrière. Bien sûr qu'il y a parfois une petite restitution, mais ce n'est pas le but en soi. Voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la valorisation des uns des autres, faire des ponts, une fois de plus. J'aime bien faire des ponts, donc j'aurais peut-être dû être dans le chantier, finalement. Bon, et voilà, permettre de faire des passerelles comme ça entre l'histoire, le français, les maths, comment on travaille en collaboration avec tout le corps enseignant à travers, voilà. Donc moi, j'estime que c'est de l'impro appliqué aussi. Je vais en collège pour travailler sur ces questions-là du décrochage scolaire. Voilà. Mmh. Au tout début, tu as dit le mot Théâtre Forum. Oui, tu l'as dit. Ah oui, à vous. Exact. Tu as et, dit le mot. Les psys, ça note tout, c'est fou. Et tu l'utilises dans quelles circonstances et dans quelle mesure on pourrait dire ou non que c'est en lien avec l'impro appliqué? Ah bah oui, c'est de l'impro appliqué aussi, effectivement, puisque alors il y a c'est un peu comme l'impro. Aujourd'hui, il y a les cabarets, il y a les matchs, puis il y a plein de façons de faire des matchs, puis il y a plein de façons de faire des cabarets. Enfin voilà, le théâtre forum, je pense que c'est un peu pareil. Maintenant, chacun le met un peu à sa sauce. La compagnie pour laquelle je travaille, dans le cadre du théâtre forum, notre formule, c'est qu'on a des thématiques. On travaille des scènes de 20 minutes à peu près, 20-30 minutes. On travaille des scènes qui traitent de telles thématiques. Ensuite, donc, les jeunes, c'est surtout en collège qu'on intervient. Donc, on débat des personnages. Donc, ce n'est pas manichéen, c'est-à-dire que chaque personnage a une part de lumière, une part d'obscurité. Donc, on débat des personnages, on débat de la situation. On dit quelle serait solution, j'aime pas, mais qu'est-ce que vous proposeriez pour changer cette situation, éventuellement, l'issue de cette situation?
Ok, donc tu proposes de remplacer la mère. Tu fais une mère comment? Une mère plus câline, plus à l'écoute. Ok, d'accord. Donc on rejoue la situation avec le jeune qui prend donc la place de la mère. Et voilà, et on intervertit comme ça les personnages, etc., autant de fois que le temps nous le permet. Donc ça, c'est notre formule à nous de Théâtre Forum. Et donc là, on a une pièce sur l'addiction, sur le cyberharcèlement, sur le transgénérationnel. Voilà, ça, c'est des thématiques qu'on traite. Et donc, ça, c'est en fonction des… Donc la compagnie, moi, je suis comédienne dans la compagnie, donc je ne fais pas de travail de démarchage, mais quelqu'un dans la compagnie s'occupe donc de solliciter les collèges et les lycées. Et donc, c'est une formule qui fonctionne bien. Donc, on intervient quand même par an dans plusieurs lycées. Et c'est quelque chose qui est d'année en année, forcément, s'ils proposent ça à leur quatrième, l'année d'après, on va être sollicité pour les quatrièmes de cette année. Enfin, d'année en année, ça se perpétue. Voilà. Ok. Oui, c'est du… Ah oui, je t'ai pas répondu, mais oui, c'est pardon, c'est de l'impro appliqué. Pourquoi? Puisqu'il y a la scène qui est jouée, donc qui est appris par les comédiens en mode théâtre classique. Et ensuite, lorsque le personnage public vient en reprenant le rôle de la mère, à ce moment-là, nous, les comédiens, on est en impro, on est dans le jeu du oui, puisqu'on va lui demander qu'est-ce qu'il veut mettre en œuvre pour changer la situation. Et donc, on est dans le jeu du oui, on essaie de lui tendre des perches pour aller au bout de sa proposition. Mais lorsque c'est une proposition qui va à l'échec, on revient dans le scénario originel. Et donc, on repart dans nos travers de personnages, etc. Mais ça demande une grande écoute. Et là, c'est un travail d'improvisation. Ok. Merci pour ces éléments. J'ai une dernière question. Enfin, en vrai, j'en ai plein, mais ça risque d'être long. Non, mais une dernière question. On fera un tome 2 si tu veux. Ouais. J'aime bien regarder un peu les supports qu'utilisent les personnes pour voir un petit peu comment elles communiquent aussi, puisque des personnes qui interviennent en improvisation appliquée peuvent avoir différentes manières de pouvoir l'utiliser. Il y a des gens qui sont salariés, ils l'utilisent en tant que salarié dans leur boîte, par exemple, ou à l'extérieur, mais en étant le prestataire avec sa boîte. Et tu me disais que tu n'avais pas de support particulier parce que justement, c'est pas toi qui prospectes en fait. Ce sont d'autres entités, c'est ça? C'est ça. Tout ce qui est formation, team building dans les EHPAD, dans les institutions, pour vraiment des formations en termes d'apport clinique, les théories psychologiques, qu'on vient former les professionnels sur telle ou telle problématique. C'est le cabinet auprès de qui je suis salariée. Le Théâtre Forum, c'est une compagnie. Et lorsque j'ai pu… Donc voilà, après j'ai parlé de Gouad Impro, qui démarche pour nous, puis qui nous appelle. Ah, on a un marché, on en discute, on prépare notre truc, puis voilà. Et lorsque je suis intervenue en centre éducatif fermé, ça c'est les réseaux ici qui fait que la psychologue du centre éducatif fermé a pu me contacter en disant tiens, voilà. Enfin, moi je lui avais déjà dit, mais si un jour, mais ce serait génial de proposer de l'impro à ces jeunes, pour avoir fait des stages en plus lors de ma formation de psy en centre éducatif fermé, je me disais, mais là, ça répond à toutes les valeurs de l'impro et tout ce que ça pourrait leur apporter. Et donc, une fois, elle m'a demandé, tiens, envoie-moi un devis pour intervenir, etc. Donc, j'ai envoyé un devis. Par contre, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de faire un projet pédagogique, tout de même, pour ensuite mes devis soient validés. Effectivement, le directeur, c'est normal qu'il me propose un petit peu en quoi consiste mon intervention. Donc, j'ai quelques projets pédagogiques, mais voilà. Mais sinon, j'ai pas de… et tant mieux quelque part pour moi déjà, parce que ça veut dire que j'ai de l'énergie que pour aller faire les interventions, et mon énergie je la garde que pour ça, et ça c'est super. Je suis très chanceuse de ça, je pense. Mais je suis aussi chanceuse parce que je suis une bille en informatique, et que s'il fallait que je fasse moi-même ma com, je pense que je serais pour le coup uniquement psychologue clinicienne, et je serais pas en impro appliquée, parce que ce serait bien cata pour moi. Mais bon. C'est des croyances limitantes, vous allez me dire, mais oui, mais bon, chacun les siennes. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, Cindy, c'est bon pour moi. Merci pour tous les éléments que tu as apportés. Mathieu, est-ce que tu avais encore une question en réserve? Un peu comme toi, je crois que j'en ai 50 que j'aimerais encore poser à Cindy, et ça serait trop dur de faire le tri, donc on attendra le tome 2 pour faire le tri des 100 questions restantes. Mais j'aimerais bien juste dire ça quand même, parce que pour moi c'est important, mais Oui. que vous soyez en atelier
de théâtre amateur, vous animiez des ateliers ou vous fassiez des formations de théâtre appliqué ou d'impro appliqué en tout cas. Ce qui est génial avec cet outil qui est le théâtre en règle générale, mais notamment le théâtre d'impro, c'est qu'on a toujours comme ça des personnalités un peu singulières, un peu lunaires, où on se dit oh, mais voilà, parce qu'il y a un temps de latence entre quand on lui dit t'as compris et puis le fait que oui il a compris ou bah non effectivement il n'a pas compris. Enfin voilà, il y a toujours des personnes comme ça et le théâtre d'improvisation permet que ces singularités là elles soient survalorisées parce que ce qui fait qu'on peut éventuellement l'être humain se moquer de cette personne là fait qu'en impro bah, ça va le rendre drôle. Voilà. Parce qu'il va avoir justement ce temps de latence qui va être ouais. Et bah, du coup, le rire va émaner de sa propre singularité. Et c'est ça que nous, on doit mettre en lumière aussi à travers l'impro appliqué. Qu'on intervienne dans n'importe quelle institution, c'est vraiment de valoriser les singularités des uns et des autres parce que je pense que c'est là la richesse de cet outil, justement. C'est que ce pourquoi tu te moques de lui, bah, finalement, tu vois que c'est ce qui fait que lui est super bon là sur scène tout de suite maintenant et fait des propositions génialissimes. Voilà. Parce que ça vient dédramatiser l'échec et au contraire, ça le valorise. Donc, voilà, c'était important de le dire. Avec plein de bienveillance. Oui, toujours. Cool. Et ben merci pour cette dernière remarque, si on peut dire ça comme ça. Et globalement, merci à toi, Cindy, pour cet entretien. Merci Mathieu aussi de m'avoir assisté sur les différentes questions. Comme je l'ai dit au début, vous pourrez retrouver le podcast de Mathieu sur son site ImprofPsy. Est-ce qu'on peut le retrouver autrement ? Il y a sur toutes les bonnes plateformes, comme on dit, SoundCloud, Deezer, je crois que c'est TuneIn, iTunes. Enfin, après, c'est centralisé SoundCloud, mais on le retrouve partout. Merci beaucoup pour l'invitation à participer, Julien. Bah ouais, j'invite vraiment tout le monde à le faire parce que je sais qu'il y a le débat de ah ouais, mais attends, je ne vais pas dire les exercices que je fais, je veux les garder pour moi, etc. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, qui est que bah, on a chacun notre façon de transmettre et de faire nos retours. Et ici, j'avais fait avec les Chantiers Nomades, qui est une association qui forme les intermittents du spectacle, en tout cas les professionnels du spectacle. Et Françoise Sablon, qui fait alors elle, on pourrait dire peut-être de la musicologie appliquée. Alors voilà, c'est une cantatrice, une musicienne qui intervient beaucoup et qui ça c'est mon leitmotiv moi et peut-être ça peut en aider certains d'entre vous, puisqu'elle nous a dit une fois cette phrase qui est « On n'enseigne pas ce que l'on sait, on transmet ce que l'on est ». Et je trouve que c'est très vrai. Voilà. Donc, on peut proposer tous le même exercice. Les participants en tireront des choses différentes parce qu'on aura chacun notre manière singulière de l'amener. Voilà. Bonne phrase. Voilà. Et je pense que du coup, tu réfères à cette discussion qu'il y a eu sur le groupe Facebook Improvisation appliquée et formation professionnelle. Donc, si certains veulent rejoindre le groupe parce qu'ils font de l'improvisation appliquée et qu'ils souhaitent avoir des informations dans ce domaine ou échanger, partager, vous pouvez demander à participer, à vous inscrire sur ce groupe. Youpi. Eh ben, merci encore pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci à vous. Vous pouvez, si vous voulez poser encore des questions en commentaire, que j'essaierai de relayer si jamais je pense que ça sort un peu de mon champ et que c'était plutôt destiné à Cindy. Et puis, dans la mesure du possible, on essaiera de répondre à ces différentes questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis à la prochaine sur la chaîne Vivre Impro. Salut. Salut.